pour écrire un tel roman, l'envie de parler d'une ville, mettre en avant le travail des chiens dans la police, les personnages cabossés et la lutte contre la pédophilie. Le déclic pour écrire un tel roman, ça a été en fait un papier dans le New Yorker qui donc racontait dans la vraie vie l'histoire d'un chien d'une brigade cynophile américaine qui avait été dressée pour repérer une odeur très particulière qui est celle des mémoires informatiques. J'ai eu envie de l'installer à Montréal pour des raisons familiales en fait, parce que j'ai mes deux fils qui y vivent depuis quelques années et que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et donc les repérages étaient faits, je me suis servi de leur appartement dans le quartier où ils vivent pour situer l'intrigue, et donc c'était très facile pour moi de m'y projeter. D'autre part, mettre en avant le travail des chiens dans la police, bah oui, je l'ai fait avec sérieux, mais j'ai quand même fait un truc un peu étrange, c'est que j'ai fait de Jindo, le chien en question, un chien pensant. Je me suis permise cette liberté en mélangeant le réalisme et le fantastique. Et la lutte contre la pédophilie, bah là, j'ai pas eu le choix, parce qu'en fait, il se trouve que ce type de chien dans la vraie vie, dans les vraies enquêtes, 90% de leur travail est consacré à ça, puisqu'en fait, ils repèrent avec leur flair des mémoires d'ordinateurs cachés, des dossiers qui sont la plupart du temps liés effectivement aux affaires de pédopornographie. Pourquoi avoir choisi la forme du roman choral? C'est une forme pour laquelle j'ai opté depuis un petit moment déjà. Un certain nombre de mes romans sont déjà rédigés de cette manière. Je trouve que c'est intéressant parce que ça m'évite d'être l'auteur, la personne qui décide de tout, qui emmène le lecteur absolument où elle veut et qui est très autoritaire. En fait, quand on construit une histoire en ayant plusieurs personnages, on a plusieurs éclairages, on a plusieurs sensibilités, et donc on peut observer comme ça, enfin construire l'intrigue sous un effet kaléidoscope. Ça permet déjà de voir plus de détails, de pouvoir vraiment développer une histoire assez riche, et puis ne pas être enferré dans un point de vue, pour laisser une certaine liberté au lecteur, pour ne pas lui imposer mon point de vue en fait. Pourquoi ce choix de situer l'action entre la Corée et le Québec? J'ai parfois eu l'impression de lire une auteure soit coréenne, soit québécoise, tant vous décrivez intimement ces lieux. Oh, alors ça me fait vraiment plaisir. Je pense que je ne peux pas écrire si je n'éprouve pas une émotion, si je suis pas vraiment passionnée par l'histoire en devenir. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que les lieux sont très importants. Assez souvent, je raconte des histoires qui se déroulent dans des lieux où je suis allée. Et là, il se trouve que je suis allée en Corée plusieurs fois. J'ai vécu en fait en Asie pendant une bonne dizaine d'années, 13 ans. J'ai vécu à Singapour, à Tokyo. J'ai pas vraiment vécu à Séoul, mais j'y suis allée plusieurs fois. Et c'est une ville que j'ai trouvée tout de suite séduisante. C'est une culture que j'aime bien. C'est un peuple qui a des valeurs que j'aime bien. J'aime bien leur cinéma, j'aime bien leurs séries. Enfin bon, ça me plaisait. Et en ce qui concerne le Québec, eh bien là, c'est vraiment parce que j'y suis allée plusieurs fois. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai une partie de ma famille, mes deux fils qui y vivent. Et il se trouve que quand je suis allée à Montréal, c'était il y a quelques années, j'ai eu aussi un coup de cœur. J'ai trouvé que c'était une ville très humaine, on pouvait se balader. C'est pas effrayant comme Los Angeles. Il y a un petit côté presque européen. On y retrouve ses repères. Et j'avais noté qu'il y avait beaucoup de maisons, beaucoup d'espaces verts, et donc tout de suite j'ai eu envie de situer une partie de l'intrigue dans une maison comme ça, une de ces maisons typiques qu'on voit à Montréal, les maisons en briques rouges avec plusieurs étages, avec un petit jardinet. Voilà. Je trouve l'intrigue parfaitement menée. Merci. Établissez-vous un plan de départ ou bien êtes-vous plutôt une auteure jardinière qui a les nez au vent là où portent vos personnages? Ça va vous paraître bizarre, mais je suis un peu les deux. C'est-à-dire que effectivement, bon, d'abord je pars sur une intuition, mais je construis un plan après m'être documenté. Quand je sens que le plan est suffisamment solide, j'ai un début, une fin, quelque chose au milieu plus ou moins, je commence à me lancer, mais en fait l'écriture c'est quelque chose de tout à fait étrange. Ça peut m'amener à faire énormément de modifications. Pourquoi? Parce que je vais à la rencontre des personnages, je les vois vraiment agir, interagir entre eux. Ça peut amener beaucoup de modifications. Et donc voilà, je me laisse un peu guider par les personnages. Je peux pas leur faire tout parce que si j'ai déterminé un tempérament, ils vont pas faire tout. Ils vont au bout d'un moment faire ce qu'ils voudront. Et suite à ça, je donne mon premier jet à un duo d'amis en qui j'ai toute confiance. Et ils sont hyper critiques. C'est quasiment des Terminators. Ils n'épargnent rien. Ils sont très durs. Ils me font un peu voir les choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, les détails qui leur plaisent mais qui sont peut-être pas assez développés. Enfin bon.
Et à partir de ça, je peux être amenée à faire de grosses modifications. Et de fil en aiguille, quelquefois, j'ai comme ça plusieurs versions d'un texte avant d'arriver au texte vraiment solide, que je sens le plus fluide possible, le plus construit. Et à ce moment-là, je le donne à mon éditeur. Et là, il y aura encore des petites modifs, des choses comme ça. Mais en général, je veux donner le texte qui soit le plus abouti, le plus solidement construit possible. La fin est ouverte. Est-ce qu'on peut espérer un deuxième tome? Pour les gens qui ont beaucoup aimé, je peux comprendre. Ça peut être un peu triste de se dire oh bah non, il n'y aura pas une suite, parce que moi-même en tant que lectrice, j'aime beaucoup les séries. Quand on aime un personnage, on a follement envie de le retrouver, ça c'est sûr. Pendant une grande partie de ma carrière, ça fait longtemps que j'écris, j'ai écrit des séries. J'en ai écrit 3, notamment une qui a duré pendant 10 ans. C'était un genre que j'aimais beaucoup parce que ça permet de vraiment développer les personnages et on peut faire des choses très intéressantes, on explore profondément. En revanche, au bout d'un moment, je me suis sentie un peu coincée parce que les idées qui me venaient ne rentraient pas dans la tête de mes personnages. Il aurait fallu que je force pour que ça rentre, ça aurait été artificiel. Et je me suis petit à petit libérée de tout ça avec un roman qui s'appelait L'Archange du Chaos, qui n'est pas forcément le meilleur. Enfin bon, bref. Et disons que ça a été un roman libératoire. Et à partir de celui-là, je me suis sentie libre et j'ai continué à écrire des romans unitaires. Alors, j'avoue que, bon, effectivement, Mousson froide, je l'ai vu comme un roman unitaire, parce que en même temps, ça donne une telle liberté, on fait ce qu'on veut avec les personnages. On n'est pas à se dire dans un coin de sa tête, je vais les protéger parce qu'il faut qu'ils reviennent. Ils vont aller jusqu'au bout de leur destin. Donc, pour ne rien vous cacher, là, je suis en train d'écrire un nouveau roman, j'en suis vraiment au début, mais les protagonistes de Mousson froide ne sont pas là. Et c'est vrai que j'ai fait une fin ouverte parce que j'avais pas forcément envie de boucler en mettant quelque chose de très moral et que tout soit bien net à la fin. Encore une fois, c'est une histoire presque de participation du lecteur. Je pense que c'est vrai, la façon dont c'est tourné peut permettre au lecteur de s'approprier l'histoire et peut-être de conclure à leur façon. Moi, j'ai un peu ma petite idée sur ce qui arrive ou n'arrive pas à Young One, mais chacun peut l'envisager à sa manière.